Vous, haters zombies, je vais tous vous ouvrir le cul. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur Coupé, le nouveau film réalisé par Michel Hazanavicius. Michel Hazanavicius, grand réalisateur français, qui a fait notamment les deux premiers OSS 117, qui a fait The Artist, et puis ensuite qui a un peu plus de mal, et fait Le Redoutable sur Jean-Luc Godard. Il avait fait The Search, qui était un film qui se déroulait en Tchétchénie, avec une journaliste, je crois, qui cherchait des informations, etc. Enfin, il y avait tout un truc qui tournait autour d'une vidéo, parce que son grand kiff à Michel Hazanavicius, c'est l'image, la production de l'image. Il y avait Derrick contre Superman, qui était un détournement, mais c'était du coup récupérer des images qui existaient déjà et refaire les dialogues au-dessus. Ensuite, il avait fait Mes Amis, qui se déroulait dans le monde de la télévision, il montrait comment étaient tournés les sitcoms et comment étaient produits certains trucs, etc. L'image, c'est un truc qui le fascine. Et The Search, d'ailleurs, était déjà un remake, comme ce film-là. Il fait donc le remake du film japonais Ne coupez pas, qui a fait pas mal de bruit. Au Japon, déjà, il a fait pas mal d'entrées en salle. Il a fait 28 millions de dollars, je crois, d'entrées, ou d'euros, je ne sais plus. Et il a été très apprécié par la communauté fan des films d'horreur internationale, pour un film qui, à la base, était un film étudiant avec un tout petit budget, tourné en 8 jours, etc. Enfin, c'était vraiment un truc roots, quoi. Et Hazanavicius vient donc en faire un remake français. Comme l'original, ça va être compliqué de résumer exactement l'histoire. Disons que c'est un film sur un groupe de tournage, une équipe de cinéma, les acteurs, l'équipe technique, etc., etc., qui tourne un film de zombies et est interrompu par l'arrivée de véritables morts-vivants. Et ce qui est notable, c'est que c'est tourné en un plan séquence de 30 minutes. Et donc la première question qui peut se poser, c'est quel intérêt en fait? Quel changement ça a pu apporter? Qu'est-ce qu'il a fait un petit peu de différent? Déjà, sachez que tout ce qui caractérise le film d'origine est dans celui-ci. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a un truc qu'on peut pas spoiler quand on vous résume juste l'histoire. Essayez de pas vous renseigner, essayez d'avoir la surprise d'en avoir le film. C'est comme ça que vous apprécierez le plus certains éléments. Et donc les deux différences, c'est adapter ça au marché français et le budget qui est derrière également, puisque clairement c'est pas les mêmes conditions. Ne coupez pas est un film qui était réalisé par des mecs qui sortaient de l'école de cinéma, des anciens, tout juste étudiants en cinéma, qui faisaient je crois leur film de fin d'année ou leur premier film après leurs études, un truc dans ce genre-là. Là pour le coup on a une équipe particulièrement chevronnée. Hazanavicius il a remporté des Oscars, des Césars et des machins. Bérénice Bejo aussi. Comment il s'appelle déjà Romain Duris, pardon, j'avais oublié Romain Duris qui me s'est sorti de la tête. Romain Duris aussi, donc c'est un acteur qui je crois qu'il a remporté des prix en tout cas, enfin je suis presque sûr, peut-être que c'est un effet Mandela, et que je crois qu'il a remporté un truc, mais je crois qu'il a eu des trucs aussi. Et donc clairement, c'est pas exactement les mêmes conditions. Je crois qu'il en est très conscient, et que c'est pour ça que du coup le film s'appelle Coupé au lieu de Ne coupez pas. Il y a une inversion. Alors déjà, le film à la base aurait dû s'appeler Z comme zombie, ce qui était un titre très pourri, et en fait à cause du conflit qu'il y a en ce moment en Ukraine et du sens qu'a pris la lettre Z en Ukraine, sans parler évidemment de ce qu'on vient d'avoir dans les élections politiques françaises, il a trouvé que c'était quand même beaucoup mieux d'éviter un film qui se centrait autour de la lettre Z, et donc il a renommé ça Coupé. Mais c'est par hasard qu'il n'ait pas appelé ça Ne coupez pas. Il a appelé ça Coupé. Il sent qu'il y a quand même quelque chose d'inversé. J'ai vu des gens le reprocher, notamment au film, des gens dire ouais, enfin, vous faites genre film petit budget, etc. Tout ce film est un hommage au tournage à petit budget, et vous le méritez pas parce que vous avez 4 millions pour faire le film alors que eux ils ont eu 30 000 et quelques quoi. Je pense que c'est pas un reproche à faire. D'une part parce que c'est pas parce que t'as des thunes que tu peux pas faire, du coup essayer de faire quelque chose qui se rapproche de quelque chose d'un peu plus roots, enfin c'est une esthétique aussi qui est intéressante à exploiter. Et le deuxième truc c'est que c'est un hommage au tournage en général, Ne coupez pas. Quand tu vois le film original aussi, tu sais que c'est un hommage non seulement aux films fauchés tels que t'es en train de les voir, mais c'est un hommage à n'importe quel tournage, parce qu'en vérité, qu'on ait 30 000 $ pour faire son film ou qu'on ait 4 millions d'euros, c'est les mêmes emmerdes. Vous avez exactement les mêmes emmerdes sur un film fauché et sur un film qui a de l'argent. Et ça se passe toujours de la même façon. Il y a toujours les acteurs qui cassent les couilles, qui n'ont rien à battre ou qui veulent imposer des trucs. Il y a toujours un membre de l'équipe qui a un pépin et qui du coup peut pas être là au bon moment et donc il faut trouver un remplaçant pour faire un truc. Il y a toujours quelqu'un qui a un accident. Il y a toujours un plan qu'on voulait faire et puis qui marche pas finalement et puis du coup faut faire autrement, etc. Comme t'as pas des tonnes de moyens, t'es obligé de vraiment faire avec tout ce que t'as sous la main et d'utiliser les dernières ressources possibles, quoi. Mais en soi, un tournage, c'est toujours une galère. Peu importe l'argent que t'as derrière. D'ailleurs, tous les producteurs de films français vous le diront, tous les réalisateurs de films français vous le diront, c'est peu importe l'argent, t'as jamais assez d'argent.
C'est un truc qui est assez dingue. Tu peux être sur un film qui est à 30 000 ou un film qui est à 4 millions, tu n'as jamais assez d'argent pour faire ton film. En général, je suppose qu'il doit y avoir des réalisateurs qui sont plus doués que d'autres pour gérer leur thune, ou des producteurs qui sont plus intelligents que d'autres pour gérer leur thune, mais c'est généralement, pour l'équipe elle-même, il y a toujours des soucis de toute façon. Et donc, en soi, je considère pas que ce soit vraiment un truc qui empêche Hazanavicius de réaliser ce film-là. Justement, quelque part, tu sens qu'il y a une certaine nostalgie de l'époque où il sortait à peine de son école de cinéma. Je sais plus, je crois qu'il a fait une école de télévision, d'audiovisuel en général, ou un truc dans ce genre-là. C'était un peu différent à l'époque en plus. Mais donc ouais, tu sens une sorte effectivement une vague de nostalgie par rapport à ce qu'il a fait à ses débuts. Il y a une époque, il pouvait même pas tourner de film, il faisait juste des détournements en prenant des images. Donc il a le droit d'avoir cet attachement à ce truc-là, il a le droit d'essayer d'aller le chercher. Et puis évidemment, comme tu tournes ça en plus comme étant un vrai film, tu vas louer un vrai décor. Quand t'as des étudiants, les étudiants ils ont probablement trouvé un truc abandonné quelque part dans la campagne, ils se sont dit tiens j'ai trouvé une maison sympa, on va aller là-bas tous en groupe et puis on va tourner un film. Et ça se fait comme ça facilement. Quand tu fais un film professionnel, que tu t'appelles Michel Hazanavicius en plus, que t'amènes Bérénice Bejo et tout le bordel, bah dès que tu veux louer une location ça coûte tant, et puis dès que tu veux faire machin ça coûte tant, et puis etc. Donc t'as toujours besoin d'un peu plus de budget de toute façon quand tu vas faire un film qui est professionnel. Je me demande, cela dit, est-ce qu'il n'y a pas une private joke autour de ça? Parce qu'alors, pour un film de 4 millions qui a le budget, qui peut se permettre de machin, etc., il y a 20 minutes de logo de production au début du film. Mais vraiment, ça devient une blague, quoi. Tu démarres avec juste les trucs de base, le distributeur, pas en distribution apparemment, je crois que ça s'appelle. T'as évidemment Canal+, t'as évidemment France Télévisions. Puis ensuite, t'as 5, 6, 7 trucs de logo qui débarquent. Enfin, tu dis... Mais il y en a qui sont des faux, juste pour faire la blague, pour donner l'impression de film cheap, ou est-ce que vraiment vous avez été en galère à ce point-là pour trouver 4 millions? Putain, c'est quand même dingue. Michel Hazanavicius a autant de problèmes pour trouver 4 millions pour faire un film. Ça, c'est aberrant, qui fait l'ouverture du Festival de Cannes en plus. Donc, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être une petite blague par rapport à ça au début du film, et je pense pas que l'argent soit un souci en général par rapport à l'existence du projet. Qu'est-ce qui a été modifié du coup? C'est ça qui peut être intéressant aussi, et donc du coup ça a été adapté un petit peu plus à quelque chose de français. Il y a quelques trucs, par exemple l'acteur français qui se sent plus pété et qui du coup donne des conseils, des machins. J'arrive plus à me souvenir si c'était exactement comme ça dans le film original, dans Ne coupez pas. Est-ce que l'acteur avait ce délire du oui le zombie c'est parler de l'humain, parler de machin, etc. J'arrive pas à m'en souvenir, ou au moins que j'arrive pas à me souvenir que c'était aussi prononcé que ça. Je dirais que c'est plus dans la deuxième partie que les changements commencent le plus à se sentir. Tu vois véritablement qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus des blagues que Hazanavicius lui-même a trouvées, sans doute évoquées par certains de ses tournages à lui, certaines choses qu'il a vécues véritablement sur certains films, des trucs dans ce genre-là. Pas que vraiment véritablement les événements soient changés, il se passe grosso modo la même chose que dans le film original, mais il y a tout un tas de petites petites répliques, de petites façons de jouer les scènes, etc. qui sont, je pense, plus du fait de Michel Hazanavicius que de l'original. Et je trouve que ça marche grosso modo plutôt bien. J'ai vraiment bien retrouvé l'ambiance du truc, et j'ai retrouvé ce sentiment aussi de famille du cinéma, quoi. C'est que quand le film se termine, l'idée de fin du film est vraiment un truc qui met en exergue ce côté du bah oui, tous les tournages de films petits ou gros budget sont chaotiques. Tous les tournages vont avoir des trucs qui vont mal se passer. Tous les tournages vont avoir des moments où les acteurs et l'équipe technique, ou les acteurs entre eux, ou l'équipe technique entre elles, où tout le monde va s'engueuler. Et au final, tout le monde est quand même là pour faire un film, et tout le monde va essayer de se réunir pour faire un film. Et c'est vrai que ça a pas mal de force déjà à la base, mais je trouve qu'en plus avec certaines modifications qu'il a apportées au récit, ça marche d'autant mieux. Et c'est vrai que du coup, j'ai passé un très bon moment devant le film. Pas meilleur que devant l'original, certes, mais tout aussi bon, et je pense que c'est déjà pas mal. Et pour tous ceux qui vont dire, mais ça sert à quoi de faire un remake, ça sert à quoi de faire un remake, etc. Je pense que Michel Hazanavicius, voyant le film original, a forcément eu envie de le refaire parce que c'est son kiff. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est son truc, les images. Comment sont faites les images, ce qui se passe derrière la caméra, ou l'impact des images elles-mêmes. Dans The Search notamment, il y avait tout un truc autour de une vidéo qui avait été filmée par un soldat et qui était faite en début de film et retrouvée en fin de film. Et il y avait tout un truc qui tournait autour de ces images. L'image de cinéma, la création de l'image en général, c'est ce qui fascine Hazanavicius, et évidemment qu'il allait avoir envie de le refaire.
Et si c'était pour faire la même chose mais un petit peu modifié, etc., autant simplement racheter les droits et faire le truc, quoi, et dire bon, ben voilà. En plus, j'aime bien le fait que il y a un petit côté méta à cette histoire-là, avec le fait que le projet soit un peu différent dans ce film-là que dans le film original. Mais encore une fois, avec cette histoire de base, si je vais plus loin, ça va révéler trop de trucs. J'ai trouvé que tous les acteurs étaient vachement intéressants, vachement bons. C'est très drôle de les voir mal jouer en plus à certains moments, surtout que c'est des acteurs qui sont plutôt connus, donc tu t'attends pas spécialement à les voir mal jouer. Encore, je sais, il y a beaucoup d'acteurs français qui sont pas très doués, mais Bérénice Bejo, on sait qu'elle est douée, Romain Duris, on sait qu'il est doué aussi, et du coup, les voir jouer comme des patates pendant certains trucs, c'est assez drôle. Finnegan Oldfield était sympa aussi, c'est un mec que j'aime beaucoup. Déjà, je trouve qu'il est plutôt agréable à l'œil, mais c'est vrai qu'il joue plutôt bien, et là aussi, c'est super intéressant de le voir jouer un rôle qui est, oui, déjà où il joue comme une patate, mais aussi le genre de rôle où c'est l'acteur ultra prétentieux qui pense vraiment qu'il fait tout mieux que tout le monde, etc. Je me souviens que dans l'original, il y avait un côté où il était un peu prétentieux, mais je me souviens pas qu'il était aussi investi dans le côté politique du zombie. Je me rappelle pas que dans l'original, il y avait tout ce discours du ah, mais tu es la victime du capitalisme, tu n'es qu'un machin, etc. Ça fait très français. L'acteur qui ne prend le zombie que comme la métaphore que ça peut avoir, la métaphore au niveau social, la métaphore au niveau machin, etc., qui existe souvent et dans la plupart des trucs de zombies, mais on peut aussi faire sans. Enfin, c'est pas forcément une honte de faire sans. Il y a aussi un côté divertissant au zombie en lui-même et un côté effrayant au zombie en lui-même, etc. Mais j'ai l'impression que c'est très français, ça, du coup. Dites-moi si vous avez des meilleurs souvenirs que moi. Est-ce que c'était dans l'original? Je me souviens que l'acteur dans le japonais était prétentieux, mais je me souviens pas qu'il avait cet attachement au film de zombies à la Romero, quoi. Et ce que je voulais noter notamment, c'est que du coup leur film se tourne dans un bâtiment abandonné. Je suis quasi certain que c'est le même bâtiment abandonné qui était dans Comment je suis devenu un super-héros, le film qui est sorti sur Netflix l'année dernière. Et je veux savoir quel est ce putain de bâtiment, parce qu'il est putain de monstrueusement classe, et j'aurais trop envie de limite juste de le visiter, faire de l'urbex pour voir le truc. Le bâtiment est incroyable, quoi. Quel est ce projet de ouf? Pourquoi est-ce qu'on a été construire un bâtiment aussi dingue, et on l'a complètement abandonné comme ça pendant 10 ou 20 ans pour qu'il se retrouve avec la gueule qu'il a maintenant? Alors du coup, c'est très bien, hein, ça fait un très bon décor de film, mais je suis fasciné par l'histoire de ce bâtiment. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il est là, pourquoi est-ce qu'il est abandonné, ça a l'air tellement gigantesque, tellement cool, tellement design. Pourquoi est-ce qu'on l'allait abandonner? Mais du coup, j'adore voir ce bâtiment dans un film parce qu'il est extrêmement classe. Et je trouve que dans ce film-là aussi, du coup, ça marche extrêmement bien. Et c'est drôle, c'est deux films fantastiques, science-fiction, etc., qui sont beaucoup inspirés de ce qui se fait dans d'autres pays, qui tournent dans le même décor. Je trouve qu'il y a un truc rigolo dans le fait de deux films qui essayent de faire un peu différent du film français habituel, qui se retrouvent à tourner dans le même décor. Il y a quelque chose d'assez rigolo. Ça montre peut-être les limites quand même de la France par rapport à ce genre de cinéma. On est même pas suffisamment de décors pour avoir deux films qui se déroulent dans deux décors différents abandonnés. Mais non, c'est vrai que c'était cool. C'était très très cool. J'ai beaucoup aimé les visuels, le rendu. Il y a évidemment un travail du grain pour donner une image un peu plus crade et amateur, et puis le choix se file avec d'autres parties du film, mais c'est toujours compliqué on fait une partie spoiler? Faisons une petite partie spoiler quand même, pour ceux qui ont vu le film et qui voudraient avoir un petit peu plus de... Donc allons-y, c'est spoiler. Donc oui, dans la deuxième partie, qui est donc la partie réelle, la partie méta, ou la partie où tu vois qu'on réalise, le réalisateur qui réalise le truc, c'est ça que je trouve très rigolo, c'est ils ont inclus dans le film que c'est un remake du film original japonais. J'aime beaucoup surtout le fait que ils aient été obligés d'utiliser les noms japonais, et du coup ça fait complètement absurde parce que t'as des mecs franco-français que t'as vu dans des films franco-français depuis 20 ans qui sont en train de s'appeler Higurashi et machin dans le genre là, et tu fais ah, quoi? Donc voilà, je trouve qu'il y a des choses qui marchent plutôt bien. Il y a quelque chose d'assez sympathique dans le fait de travailler ça au niveau méta dans le film et d'intégrer le truc. Je trouve que toutes les blagues qu'ils ont rajoutées par rapport à la productrice japonaise qui est complètement dingue, et tout le truc par rapport à Pearl Harbor qui lui sort en pleine conversation, et qui, du coup ça la braque complètement, et elle décide de le faire chier jusqu'au bout, et donc elle remet les noms japonais et tout. J'avais trouvé que ça marchait plutôt bien. Et donc oui, quand on sort de la partie amateur, on arrive dans la partie professionnelle, tournée pour de vrai, et donc évidemment, enfin, il y a une bien meilleure qualité d'image pour cette partie-là que pour la partie amateur, comme dans l'original d'ailleurs, je crois. Je me souviens plus s'il y avait un changement de ratio aussi dans l'original, mais il me semble bien que dans l'original c'est pareil, il y avait énormément de grains dans la partie amateur, et puis toute la partie professionnelle était filmée avec des caméras pro, avec un très bon rendu, etc., etc., quoi. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on oublie toujours cette partie dans le film japonais. Il y a la partie film fauché, etc., mais il y a aussi une partie en plus qui est ajoutée avec la production et tout le bordel,
je sais pas si ça compte aussi dans les 8 jours et 30 000 de yens, 30 000 euros de production, 30 000 dollars, je sais plus. Il y a des choses qui sont très sympathiques aussi. Il y a tout un environnement qui est entièrement blanc avec une atmosphère extrêmement enfumée. Et, ça fait une atmosphère un peu particulière. T'as l'impression que t'es au paradis avec Dieu qui est en train de décider tous les trucs. Ça fait un peu ça, quoi. Le créateur qui est en train de décider de son monde, etc. Et donc du coup le décor entièrement blanc. Je pense qu'il doit y avoir une image comme ça derrière le truc. Je trouve qu'il y a peut-être une ou deux scènes où tu sens que la scène réelle, on va dire, est beaucoup plus longue que la scène fictive qu'ils ont tournée un peu avant. Il y a tout le moment où ils sont en train où quand la nana sort de la petite cabane, enfin du cabanon, du KGB, là où il y a les outils, et qu'elle récupère la hache et qu'elle monte ensuite vers les marches du truc pour arriver à l'étage et faire le plan de fin. Il y a tout le moment où il est en train de parler avec sa fille et de s'engueuler avec le producteur et où ils sont en train de se dire tiens comment est-ce qu'on fait pour faire le plan final vu qu'il n'y a plus la grue, qu'on l'a cassée, etc. Tu sens que cette scène-là est beaucoup plus longue que la scène d'origine parce que quand tu reviens à la scène d'origine, tu vois que il y a aucune durée ne s'est écoulée entre la dernière fois que tu as vu l'image et la fois où tu reprends l'image dans le cut suivant. Tu vois que le personnage est au même endroit que là où on a coupé avant, alors que t'as eu 10 secondes de plan entre les deux, et tu devrais être donc 10 secondes après, mais non, t'es exactement là où on a coupé avant. Donc j'ai peut-être senti à ce moment-là un petit côté un peu plus trop artificiel par rapport au concept qui est censé être fait. Mais c'est à peu près le seul moment, je pense, où j'ai eu un souci avec ça. Et puis je dois admettre qu'il y a beaucoup de passages et beaucoup de trucs qui m'ont beaucoup fait rire. Encore une fois, j'ai vu Ne coupez pas, genre il y a 2 ans, je pense, un truc dans ce genre-là, donc j'en ai pas des souvenirs extrêmement clairs, mais je crois que la plupart des blagues qui m'ont fait marrer étaient pas vraiment dans le film. Est-ce que la maquilleuse dans la version japonaise dit aussi saloperie de zombies, je vais tous vous ouvrir le cul ou un truc cette réplique m'a fait marrer dès que je l'ai entendu dans la bande-annonce, je me suis dit oh putain c'est génial. J'aime beaucoup le passage où t'as donc le mec l'un des acteurs qui doit jouer un des zombies qui a son problème du coup d'alcool. Et la meuf est en train de le maquiller, il est complètement déchiré, etc. Elle fait « Ah, tu vas le jouer comme ça, mais c'est absolument génial, etc. » Et en fait, petit à petit, le mec sort du cadre, il se casse la gueule complètement. Et c'était parfaitement tourné. Comment s'appelle cet acteur? Parce qu'il est excellent. Ouais, c'est Grégory Gadebois, du coup, effectivement. J'aime bien cet acteur, il est souvent très très doué, et là, il était parfait dans le rôle. Et je pense que le personnage qui m'a le plus fait marrer de tout le film, c'est Jean-Pascal Zadi, qui fait le musicien, du coup, qui doit faire les compositions et les lancer en temps réel devant le film. Et toutes ces répliques m'ont fait mourir de rire. J'adore le moment où évidemment le tournage part aux couilles et il regarde le truc et il fait je suis désemparé là. Vraiment je sais pas, il a une façon de le jouer, il avait une façon de le sortir, il a un timing comique, il a une façon de jouer le truc qui marche extrêmement bien et c'est vrai que ça fait c'est une bonne surprise. Il y a quelque chose d'ailleurs que je viens de voir là en me renseignant vite fait sur le film et qui est drôle aussi. La musique est composée par Alexandre Desplat. J'aime pas les compositions d'Alexandre Desplat. Je crois qu'à peu près les seules bandes originales que j'ai aimées d'Alexandre Desplat, c'est celle qu'il a fait pour Harry Potter 7 et 8, je crois. Et je pense que pour lui aussi, comme pour Azanavicius, il y a un côté grisant à retrouver une composition un peu fauchée, quoi. Enfin, il a fait toutes les musiques avec des synthés pourris, probablement le truc le moins cher et le plus répandu dans le plus basique pour faire de la musique de synthèse quand t'as pas les gros trucs d'instruments préenregistrés, samplés pour pouvoir ensuite faire des compositions avec des samples d'instruments. Et il y a toujours une utilisation très drôle de la musique. À chaque fois, il y a la musique sombre qui débarque simplement parce que le mec est en train de composer derrière, il se rend pas compte que les gens sont autour et du coup, il est toujours j'ai bien aimé d'ailleurs le sketch rajouté, qu'il y a un moment où il y a sa musique du coup qui a à fond la caisse et t'as Romain Duris surtout qui fait c'est pas le moment là et le mec arrête la musique et retire son casque. Il avait un casque, il met la musique à fond quand même, c'est genre il a même pas remarqué qu'il s'était pas branché, je sais pas trop quoi. Enfin, ça fait un petit sketch rajouté en plus quoi qui à mon sens était plutôt drôle. C'est con parce que pour tous ceux qui ont vu le film, je sais pas si vous allez sauter dans la section spoiler, mais je pense que si je vous dis juste la première partie, vous allez vraiment croire que c'est juste un remake de l'original. Mais il y a vraiment des trucs qui changent quand même. Il y a vraiment des choses qui ont évolué. Et d'ailleurs, je me demande s'il y a pas des moments où quand les personnages disent le texte, enfin ils sont pas en train de faire le texte, ils sont en train d'improviser, etc. Je me demande s'il y en a pas qui sont effectivement pas le texte d'origine et qui ont été un peu modifiés. Bref, hors section spoiler. J'ai passé plutôt un bon moment, c'était rapide en plus, parce que c'est pas un film qui est très très long. Après, alors oui, si vous avez déjà vu l'original, c'est pas forcément extrêmement intéressant d'aller le voir. Je pense que c'est plus pour des personnes qui n'auraient pas du coup vu l'original et qui pourront du coup être surpris. Ou je pense que c'est intéressant, enfin purement à titre de comparaison, quoi, comme quand on peut regarder Rec et regarder Quarantaine ensuite, histoire de voir qu'est-ce qu'ils ont gardé, qu'est-ce qu'ils ont modifié, et effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est une bonne idée, est-ce qu'il y a quelque chose qui est moins bien, etc., etc., quoi. Mais c'est sûr que il va vous manquer la surprise, la bonne surprise, du coup, du premier visionnage, et c'est peut-être un peu dommage, quoi.
Mais sinon, ouais, je pense que j'ai passé un bon moment et ça fait plaisir de voir un film comme ça, un peu différent. Non seulement c'est du genre, mais en plus il y a ce côté travail film fauché, etc. qu'on retrouve pas énormément. On fait des films fauchés, mais du coup on fait pas beaucoup de films sur les films fauchés. Mais généralement nos films sur le cinéma sont sont fascinants. Enfin, la plupart des films que j'ai vus sur le cinéma étaient toujours ultra intéressants. J'en ai un qui me revient en tête là. Un film français avec un réalisateur, ils ont tout un délire où tout le monde est habillé en blanc à un moment. J'ai dû le faire en vlog à un moment à l'ouverture de la chaîne. J'arrive plus à m'en souvenir. Mais je me souviens, enfin, très souvent quand on fait des films sur le cinéma, c'est génial. Si ça vous intéresse, évidemment, enfin, il y a La Nuit américaine, par exemple, simplement de Truffaut, qui est génial. Voilà pour ce qui est de mon avis sur Coupé. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!